Alors, imaginez ça une seconde. 32 milliards de dollars. Une fortune qui s'évapore comme ça, d'un coup. Et pas à cause d'un braquage de film, non. Tout ça, c'est orchestré depuis un penthouse luxueux aux Bahamas par une seule personne. Un jeune homme, en short, t-shirt un peu sale, qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Y compris pendant des réunions où se jouent des milliards. C'est fou. Ce personnage, c'est Sam Bankman-Fried. On l'appelle SBF, et c'est justement ce contraste entre son apparence, ce côté geek un peu à l'ouest, et l'échelle de l'opération qui rend l'histoire dingue. Aujourd'hui, on va donc plonger dans les sources qui décortiquent son histoire et celle de sa plateforme de crypto FTX. Une affaire que notre document principal qualifie, sans détour, de plus grand braquage de l'histoire moderne. Oui, et c'est important de le préciser tout de suite, la source principale qu'on analyse, ce n'est pas un rapport financier aride, pas du tout. Le texte se lit presque comme un polar. C'est très imagé, le langage est percutant. L'objectif est clairement de rendre accessible une affaire financière qui est, à la base, d'une complexité folle. Il faut donc vraiment le lire comme une narration, une histoire qui cherche à marquer les esprits. C'est une approche intéressante. Ce côté polar, ça rend l'affaire très, disons, grand public, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber un peu dans la caricature? De simplifier, peut-être à l'extrême, les motivations derrière une fraude pareille? C'est un risque, bien sûr, c'est toujours le risque, mais je pense qu'ici, le style, il sert vraiment le propos. En se concentrant sur le personnage et sur ses actions, la source met vraiment en lumière le décalage abyssal. Oui, cet écart immense. Exactement, entre l'image qu'il projetait et la réalité, et c'est justement par l'image que tout a commencé. C'est le premier acte de cette histoire. Alors, allons-y. Avant que tout explose, SBF, c'était qui aux yeux du monde? Certainement pas un escroc, bien au contraire. Les articles de l'époque, ils le décrivent comme l'enfant chéri de la finance, le nouveau visage respectable, intelligent du monde un peu sauvage des cryptos. Et pour se construire cette réputation, il avait un angle marketing que la source qualifie de génial. L'altruisme efficace. L'idée était simple, mais redoutable. En gros, je ne suis pas là pour m'enrichir. Je veux gagner des milliards, oui, mais c'est pour tout redistribuer et sauver le monde. La source utilise une image qui parle bien. C'était un miel pour endormir la méfiance de tout le monde. Et ce n'était pas juste des mots, c'était une véritable mise en scène. Ah oui, complètement. Les exemples sont frappants. Il disait dormir sur un pouf au bureau pour montrer qu'il travaillait non-stop. Il conduisait une vieille Toyota Corolla toute simple pour afficher son détachement du luxe. Et bien sûr, son look, jamais coiffé, toujours en short. Comme si tout ça n'avait aucune importance pour lui. Ce qui est fascinant, et je pense que la leçon va bien au-delà de SBF, c'est l'efficacité de ce qu'on appelle en psychologie l'effet de halo. Son image d'altruiste, presque de saint laïque, était si puissante qu'elle a en quelque sorte déteint sur la perception de ses compétences financières. Ah oui, d'accord. Sa bonté apparente semblait garantir la solidité de son entreprise. Du coup, personne n'osait vraiment questionner les fondations de FTX. Le fondateur avait l'air si vertueux. C'est un biais cognitif classique, mais là, appliqué à 32 milliards de dollars, ça donne le vertige. C'est donc pour ça que tout le monde est tombé dans le panneau, y compris des investisseurs très expérimentés. L'image était plus forte que leurs propres outils d'analyse, en fait. Exactement. Cette mise en scène a séduit absolument tout le monde. Les politiques à Washington voyaient en lui l'interlocuteur idéal pour enfin réguler ce secteur. Le gendre idéal de la crypto, en somme. C'est ça. Les fonds d'investissement les plus prestigieux lui ont confié des centaines de millions, parfois après un simple appel Zoom, et même des icônes comme Tom Brady ou Steph Curry sont devenus ambassadeurs. Il était le visage propre, rassurant d'un univers qui faisait encore très peur, la caution morale parfaite. Mais c'est là que le contraste devient vertigineux. D'un côté, cette façade quasi parfaite, et de l'autre, une mécanique de fraude d'une simplicité redoutable. La source nous explique bien ça. Il faut comprendre que SBF contrôlait deux boîtes différentes. La première, FTX. C'est la plateforme d'échange. C'est là que les clients déposaient leur argent en pensant qu'il était en sécurité, comme dans un coffre-fort. La deuxième, c'était Alameda Research. Ça, c'était son fonds d'investissement personnel. Une machine à spéculer à très haut risque. Et en théorie, les deux devaient être hermétiques. Exactement. Une muraille de Chine entre les deux. Sauf que SBF a fait construire un passage secret dans cette muraille. Il a demandé à ses ingénieurs de créer ce que la source appelle une backdoor. Une porte dérobée. Voilà. Une porte dérobée, cachée dans les millions de lignes de code,
Et cette porte, elle permettait de faire une seule chose, transférer en secret les fonds des clients de FTX vers les comptes d'Alameda Research. Le tout sans laisser de traces, et en contournant toutes les sécurités. Donc si je résume, il y avait un robinet secret qui lui permettait de piocher à l'infini dans la caisse des clients. C'est d'une simplicité brutale. Mais la question qui vient tout de suite, c'est comment c'est possible? Pas seulement techniquement, mais humainement. Personne n'a rien vu, personne n'a rien dit. C'est le point central, et c'est là que le récit devient glaçant. Techniquement, seuls quelques fidèles, sans cercle très rapproché, étaient au courant de cette fonctionnalité du code. Mais humainement, ce qui est décrit, c'est une culture d'entreprise quasi sectaire. Il faut imaginer une dizaine de jeunes qui vivent et travaillent ensemble 24 heures sur 24 dans un penthouse au Bahama, complètement coupés du monde. On vase clos. Totalement. Ceux qui auraient pu s'inquiéter étaient soit tenus dans l'ignorance totale, soit ils faisaient partie du cercle qui profitait à plein du système. Il n'y avait aucun contre-pouvoir. D'accord. Et cet argent, une fois transféré en secret, il devenait quoi? Il n'était pas mis de côté, hein. Il était activement brûlé par Alameda dans des opérations de plus en plus folles. Le fonds de SBF utilisait l'argent des clients pour parier sur d'autres cryptos, pour financer des campagnes politiques. À hauteur de dizaines de millions, c'est ça? Oui, des sommes folles. Et bien sûr, pour s'acheter un train de vie extravagant, des villas de luxe aux Bahamas, tout ça. La source utilise une analogie qui est d'une clarté redoutable. Elle dit: c'est comme si le banquier de votre quartier prenait l'argent de votre livret A pour aller le flamber au casino en espérant se refaire. C'est exactement ça. Il jouait avec l'argent des autres pour couvrir ses propres pertes. Sauf qu'Alameda ne faisait que perdre. Le trou n'a fait que se creuser, encore et encore. C'est quand même incroyable. Pendant qu'ils vivent cette vie de fête, l'argent de milliers de gens, des gens qui leur ont fait confiance, part littéralement en fumée pour financer leurs paris et leur train de vie. La déconnexion avec la réalité semble totale. Complètement. La source décrit la vie dans ce fameux penthouse à 30 millions de dollars. L'ambiance y est décrite comme un mélange de travail acharné et de fêtes permanentes, avec des drogues pour rester éveillé, etc. Et surtout, ce qui ressort, c'est un mépris total pour la gestion du risque. L'argent des clients était traité comme de l'argent de Monopoly. Il n'y avait plus aucune différence entre les fonds de l'entreprise, les fonds des clients et leur argent de poche. Mais bon, tout château de cartes finit toujours par s'écrouler. Et la source identifie un point de bascule très précis. Ça se passe en novembre 2022. Le patron de Binance, qui est la plus grande plateforme crypto au monde, donc le concurrent direct de FTX, un certain CZ, comme on l'appelle, Oui. il publie un simple tweet, juste un tweet, où il annonce en gros qu'il a des doutes sur FTX et que, par précaution, il va vendre tous les jetons liés à FTX que sa société possède. Et ce tweet, ça a été l'étincelle dans une poudrière. Il a semé un doute immense sur la solvabilité réelle de FTX. Parce que si le numéro 1 du marché commence à douter publiquement... Et tout le monde se met à douter. Exactement. La conséquence, ça a été un bank run classique, une panique bancaire. Tous les clients, en voyant ça, se sont rués sur la plateforme pour retirer leur argent. Et là, forcément... Le coffre était vide, l'issue était inévitable. Quand tout le monde a voulu récupérer son argent en même temps, la fraude a été exposée au grand jour. L'argent n'était tout simplement plus là. Et ce qui est dingue, la source insiste beaucoup là-dessus, c'est la rapidité de la chute. Cet empire, valorisé 32 milliards de dollars quelques jours plus tôt, s'est évaporé en 48 heures. En 48 heures. C'est à peine croyable. C'est typique des fraudes basées sur la confiance. Tant que tout le monde y croit, l'illusion tient. Mais la confiance est binaire, hein. Soit elle est là, soit elle n'est plus là. Un seul tweet a suffi à tout faire basculer. Et en 2 jours, le masque est tombé. Et une fois que tout s'écroule, la chute est aussi rapide que l'ascension a été fulgurante. La suite, c'est une descente aux enfers judiciaires. SBF est arrêté aux Bahamas, puis extradé vers les États-Unis. Et pendant tout le procès, sa ligne de défense est fascinante. Il a essayé de se présenter non pas comme un criminel, mais comme un jeune entrepreneur de génie un peu dépassé. Un visionnaire maladroit, Voilà. qui aurait fait des erreurs de gestion, mais sans jamais avoir une intention de voler qui que ce soit. Il a joué la carte de l'incompétence, pas de la malveillance. Il a essayé de vendre une dernière histoire, une dernière fiction. Sauf que cette fois, ça n'a pas marché. Et sa défense a volé en éclats à cause d'un élément clé. Ses plus proches collaborateurs. Ah oui. Ses amis, ceux du penthouse, ont tous décidé de coopérer avec la justice
pour réduire leur peine. Un par un, ils ont témoigné contre lui. Et ils ont tout raconté de l'intérieur, avec des détails accablants. Et qu'est-ce que ces témoignages ont prouvé concrètement? Ils ont méthodiquement détruit l'image du génie maladroit. Le procès a prouvé sans aucun doute possible que ce n'était ni des erreurs, ni une mauvaise gestion. C'était un mensonge délibéré, systématique et répété à tout le monde. À tous les niveaux. Absolument. À ses clients, en leur garantissant par écrit que leurs fonds étaient en sécurité, aux régulateurs avec de faux bilans, et même à la majorité de ses propres employés qui ignoraient tout. La tromperie était totale. Le verdict final est donc tombé. 25 ans de prison ferme, et la source utilise une image incroyablement forte pour illustrer sa chute. L'homme qui se rêvait premier trillionnaire de l'histoire se retrouve aujourd'hui, d'après le texte, à échanger des conserves de thon contre des services, comme une coupe de cheveux, en prison. Le retournement est d'une violence presque cinématographique. La chute est aussi spectaculaire que l'ascension a été fulgurante, oui. C'est l'histoire d'Icare, mais version 2.0. Il s'est approché trop près du soleil avec des ailes faites de mensonges, et elles ont fondu en 48 heures. Alors au final, quelle est la morale de cette histoire d'après la source? C'est assez clair. SBF a cru que son storytelling, son image de bon petit altruiste et son réseau le rendaient intouchable. Il pensait pouvoir réécrire les règles du jeu. Mais il a sous-estimé une loi fondamentale. On finit toujours par payer les conséquences de ses actes. L'image finale du texte résume tout. L'aventure qui a commencé en short sur un pouf aux Bahamas se termine en uniforme orange de prisonnier dans une cellule à New York. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre époque. La source conclut avec un vieil adage, vous savez, si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est sûrement une arnaque. Un conseil de bon sens. Oui, un conseil de bon sens. Mais dans un monde où l'image ou le storytelling sont devenus si puissants, comment on fait vraiment la différence entre un projet visionnaire porté par un personnage un peu excentrique et une fraude portée par un manipulateur charismatique? Surtout quand la technologie est si complexe que 99% des gens ne la comprennent pas vraiment. Au fond, quels sont nos garde-fous quand le meilleur monteur a souvent la plus belle histoire à raconter?